Effectivement spécialiste en droit des personnes et de la famille. La nomenclature des spécialités a un peu bougé, donc j'ai fait revalider ma spécialité par le CND. Je suis spécialisée depuis, je dirais, peut-être un peu moins qu'une quinzaine d'années. Peut-être ça ne s'est pas fait tout de suite quand on commence à exercer notre métier, on est plutôt généraliste et moi j'ai travaillé plutôt dans des cabinets comme collaboratrice dans un cabinet individuel qui faisait un peu de tout, droit social, construction, droit de la famille. Et après j'ai travaillé dans un plus gros cabinet qui est l'espace juridique, où là j'ai travaillé auprès d'associés qui faisaient de la construction et ou après du droit commercial. Et comme personne s'occupait du droit des personnes et de la famille et du droit pénal, à titre personnel, je m'en occupais. En fait, je me suis occupée de cette matière-là. Et en fait, ce faisant, je me suis intéressée à cette question, notamment du droit des personnes et de la famille. Quand je me suis installée, donc je me suis installée au bout de 5 ans d'activité, j'avais 5 ans d'expérience. Au début, forcément, j'avais été formée au droit immobilier, de la construction, etc. Et j'avais des interlocuteurs, et j'avais des clients institutionnels. Et donc j'ai commencé par exercer dans ce domaine-là. Et en même temps, j'exerçais le droit de la famille et le divorce. Et petit à petit, chemin faisant, j'avais vraiment ces deux pans d'activité. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à embaucher mes collaborateurs, j'avais des collaborateurs, il y en avait un qui travaillait plutôt immobilier et l'autre qui travaillait plutôt le droit des personnes et de la famille. Et je me suis aperçue à un moment donné que, j'avais aussi un peu de droit pénal, j'ai fait beaucoup de droit pénal, ça marchait plutôt bien. Et à un moment donné, je me suis dit, le droit pénal, ça ne me plaît pas. J'aimais bien le côté humain, mais le côté, la récurrence, les gens qui replongeaient, etc., ça me peinait, c'était quelque chose qui m'était, oui, ça m'était pénible. J'avais l'impression que je ne produisais pas de résultats, que je ne les aidais pas, voilà, même si ça ne tenait pas à moi, j'avais l'impression de ne pas avancer, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté le droit pénal et je me suis dit, le droit des personnes et de la famille, c'est vraiment ça que j'aime. Mais j'avais des beaux clients aussi sur le plan immobilier, donc j'ai mené les deux pendant, je dirais, une quinzaine d'années. Et puis mon mari qui est aussi avocat, qui est ancien, qui est plus âgé que moi, qui a 15 ans de plus que moi et qui a été bâtonnier de l'ordre il y a une quinzaine d'années, m'a aidé à aboutir dans cette réflexion, à savoir que en fait ce que j'aimais c'était le droit des personnes et de la famille. C'était vraiment ça que j'aimais. L'immobilier, je le faisais par fidélité vis-à-vis des gens qui m'avaient fait confiance, mais c'était pas vraiment le domaine que j'aimais. Donc j'ai arrêté, j'ai transmis à l'un de mes associés ce pan de clientèle avec le collaborateur qui travaillait sur ces dossiers-là. Et je me suis complètement spécialisée. J'ai passé mon diplôme en 2005. J'ai travaillé à fond cette matière-là, j'ai travaillé beaucoup le droit patrimonial. Et pourquoi j'aimais le droit des personnes et de la famille? Parce que la dimension humaine, l'accompagnement, c'est pour ça que je fais ce métier, ça s'inscrit dans mon histoire. Et puis le côté, puis il y a toute la dimension technique, les régimes matrimoniaux, la fiscalité, toute la réflexion. Et en gros, c'est comment défaire ce couple, parce qu'un divorce, c'est défaire le couple, sans trop de casse sur le plan patrimonial, parce qu'ils ont construit quelque chose pendant une vie, et donc c'est essayer de défaire sans casse et à moindre coût, on va dire, sur le plan fiscal, sur le plan des frais à tout niveau, et sur le plan humain, préserver les enfants. Voilà. Comment préserver les enfants. Et donc voilà, je n'ai plus fait que ça, j'ai travaillé ça à fond, j'ai fait toutes les formations que je pouvais, etc. J'ai passé beaucoup de temps à me former. C'était pas une perte de temps, parce que je savais que j'investissais sur mon avenir professionnel et que je faisais ce que j'aimais. Et depuis, je me dis tous les jours que j'ai bien fait, que c'était ça que je voulais faire, que je voulais rien d'autre, et que je m'éclate vraiment là-dedans. Alors, s'agissant des enfants précisément, j'avoue que j'ai dû un peu gérer les paradoxes, parce que moi, mes convictions personnelles font que je suis attachée à la famille.
Et je me suis dit, bah, je suis une divorceuse quand même. Qu'est-ce que je génère pour ces enfants-là? Quelle génération? Je participe à une génération d'enfants, de divorcés. Est-ce que quelque part on ne fait pas le malheur de ces enfants, puisque je participe au processus du divorce? Et puis petit à petit, je me suis aperçue que non, parce que d'abord, le divorce c'est dans l'air du temps, hein, c'est comme ça, c'est un phénomène social aujourd'hui. Beaucoup de couples divorcent, on sait, les statistiques augmentent tous les jours. Même si le mariage, il y en a moins, moi je le constate pas, je vois beaucoup de couples qui divorcent et tout autant de couples qui aspirent à se marier. Et vis-à-vis des enfants, je me suis rapidement dit, la réflexion que j'ai eue, c'est que c'était pas le divorce qui abîmait les enfants, c'était le conflit. Et qu'on pouvait avoir des enfants extrêmement malheureux avec un couple qui se maintient alors qu'ils devraient divorcer, qu'on peut les abîmer, les enfants, dans un mariage raté, un couple qui n'a pas évolué de la même manière, qui ne s'entend plus. Et à l'inverse, on peut avoir des enfants épanouis avec des parents divorcés, que tout dépend de la façon de faire, de la façon de le gérer. Alors après, comment le gérer? Essayer le conflit, essayer d'éviter le conflit, bien sûr. Comment? Des outils. J'ai commencé à me former. Alors, je ne me suis pas formée à la médiation parce que mon mari était bâtonnier, a créé Nord Médiation, qui est l'organisme de médiation du barreau de Lille. Et donc, j'avais l'impression qu'on aurait fait double emploi. Moi, je suis plutôt allée travailler sur des terrains comme le droit collaboratif, et maintenant, c'est le droit participatif, qui est dans le code de procédure civile. C'est-à-dire que c'est de la négociation. C'est une technique de négociation. Je me suis formée à ces outils de négociation pour faire en sorte de donner la parole aux gens, de donner un endroit où exprimer leur souffrance, et que quelque part, parce que je pense fondamentalement que tous les divorces pourraient se faire à l'amiable, tous, avec un avocat qui est spécialisé, qui sait gérer un divorce, il sait comment doit se faire une liquidation de régime matrimonial, comment se chiffre une prestation, comment on doit gérer les enfants, c'est-à-dire ce qui se pratique habituellement, de l'expliquer aux gens, et après d'écouter ce à quoi ils aspirent et d'essayer de trouver, les accompagner, trouver la technique et des propositions qui conviennent à leurs aspirations par rapport à ce qui se fait habituellement, en leur disant sur le terrain ce qu'on voit, ce qui marche pas, etc. Et de les accompagner quelque part. Je pense que tous les divorces pourraient se gérer à l'amiable. Ce qui ne peut pas se gérer à l'amiable, c'est quand soit il y a de la souffrance, il y a de la colère, les gens ont besoin de batailler, il y a parfois un besoin de batailler qu'on ne peut pas contourner. Soit on a des gens qui doivent quelque chose, ils sont radins, ils n'arrivent pas à reconnaître le droit de l'autre, ou des gens qui sont un peu trop gourmands. Après, parfois, je dois reconnaître que certains de mes confrères ne sont peut-être pas suffisamment informés, spécialisés pour être un vrai outil de conseil. Moi, quand je reçois des gens, je prends des informations, je leur explique comment fonctionne le divorce, je demande des pièces, j'étudie tout et je leur dis voilà, votre divorce a vocation à se passer comme ça. Et après, vous pouvez aller discuter avec votre conjoint et si vous vous entendez, on peut se mettre autour, on peut faire des conventions de divorce par consentement mutuel, ou s'il préfère voir quelqu'un lui-même, on peut se mettre autour d'une table et discuter. Derrière vous, il y a une table ronde, c'est ça l'explication. Il y en a une plus grande dans la salle de réunion, si on doit se mettre tous les quatre, ou plus nombreux, voilà. C'est un peu ça l'état d'esprit dans lequel je travaille, mais c'est pas toujours possible, je vous dis, parce que parfois les gens sont pas prêts. Parfois le facteur temps est énorme. Ça, c'est le divorce en général. S'agissant des enfants un peu plus particulièrement, je pense que l'enjeu, c'est de bien voir ce qui se passe dans le divorce pour éviter que le conflit, si conflit il y a et qu'on n'arrive pas à court-circuiter tout de suite, pour éviter qu'il dérape et qu'il glisse sur les enfants. Par exemple, je pense qu'il y a des divorces, je sens que parfois des conjoints ont besoin d'en découdre, ils ont tellement souffert qu'ils ont besoin d'en envoyer dans la figure de l'autre, de rendre quelque part. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça parfois, de voir qu'il n'y a pas matière à un divorce à l'amiable, pas tout de suite en tout cas, parce que si on fait ça, si on force trop les choses, on se retrouve avec un post-divorce qui est contentieux. Et le seul contentieux qui reste, c'est les enfants. Et il faut éviter que le divorce, le contentieux glisse sur les enfants, et que les enfants deviennent l'outil et les otages de ce conflit qu'on n'a pas géré par ailleurs. Voilà. Alors, s'agissant des enfants, moi je suis, bien évidemment, j'ai envie de dire, mais ça va mieux en disant, pour une vraie coparentalité. Moi,
j'ai beaucoup travaillé en fait quand j'étais étudiante, j'ai fait un DEA et j'ai fait un mémoire sur l'intérêt de l'enfant dans le divorce. Donc, je veux dire si ça me suit depuis longtemps. Oui. C'était en 1987, la loi Malhuret venait de passer et c'était le moment où, avant on parlait de garde, et cette loi venait de passer et on distinguait la garde, on parlait plus de garde et on faisait la distinction entre la résidence et l'autorité parentale. C'est-à-dire que c'est Ok. pas parce qu'on avait la résidence de l'enfant qu'on avait tous les pouvoirs. C'était très nouveau et ça me parlait, ça voulait dire enfin qu'on reconnaissait qu'on pouvait divorcer, qu'on pouvait avoir des enfants qui vivaient dans un foyer, mais qu'on restait parents tous les deux et qu'on devait gérer l'enfant ensemble. Donc moi j'ai vu ça au cours de ces 25 années. J'ai commencé par voir donc la fin de cette notion de garde, résidence, autorité parentale. Puis après, moi j'ai connu l'époque où la résidence alternée n'était pas légale. On l'a pratiquée au détour du droit de visite. Hein, on contournait, la loi n'existait pas sur la résidence alternée. Elle n'est toujours pas le principe en France. Elle est légale, hein, mais elle n'est pas le principe pour le moment. Et donc, et à l'époque, elle n'était pas légale et la Cour de cassation avait censuré. Hein. Et donc, on l'a pratiquée sur le terrain au détour du droit de visite. Hein. On appelait ça un droit de visite, mais c'est en fait une garde alternée qu'on pratiquait. Hein. Et puis après, j'ai vu la garde alternée être légalisée et je l'ai vue évoluer et je dirais prendre sa place dans la société. Alors aujourd'hui, le constat que je fais, la coparentalité, bah oui, 200%. Les enfants, ils n'ont pas choisi leurs parents, c'est leurs parents qui ont choisi de les faire. Ils n'ont pas choisi que leurs parents divorcent, hein, c'est un choix, c'est leur aspiration à eux de ne pas continuer ensemble. Mais les enfants, eux, ont le droit de garder père et mère. Et c'est pour moi un devoir pour les parents que de continuer à communiquer autour des enfants et de se donner des outils pour communiquer. Je suis plutôt favorable à la garde alternée, mais pas la garde alternée à toutes les sauces et n'importe comment. Je pense qu'il faut se mettre à l'écoute des enfants. Et il y a des enfants qui sont adaptés à la garde alternée, qui ont, j'ai envie de dire, une mentalité de nomade. Hein. Et il y a des enfants qui ne sont pas prêts pour une garde alternée, qui ont du mal, changer de maison tout le temps, ça leur pose un problème. Et je pense qu'on a le devoir en tant que parent de se mettre à l'écoute. Les parents devraient à la limite consulter ou discuter selon le niveau d'information psychologique qu'ils ont, d'échanger avec les enfants pour voir ce dont ils ont besoin. Je trouve ça très bien qu'on ait instauré l'audition obligatoire des enfants. Ils ont le droit de dire comment ils ont envie de vivre. C'est pas choisir papa ou maman, c'est ils ont le droit de dire comment eux ils ont envie de vivre. Une maison, deux maisons, quel rythme, voilà. Donc voilà, moi je suis pour la garde alternée sur le principe, mais pas n'importe comment, pas à toutes les sauces. Parfois elle est un petit peu détournée de son objectif, parfois c'est pour ennuyer l'autre, parfois c'est à des fins financières. Et l'enjeu des avocats et des magistrats, c'est de trouver ça, de déjouer ça. De capter si c'est une vraie demande de garde alternée ou si c'est pas à des fins financières ou à des fins revanchardes, ça arrive. Hein, alors la garde alternée sur le terrain, elle n'est pas fréquente, elle n'est pas si fréquente que ça. Et je lisais des articles ces derniers temps, quand on a entendu ces papas qui montaient sur la grue, ces choses-là, etc. J'ai lu et j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui se disait. J'ai lu les articles qui étaient écrit à ce moment-là, et c'est vrai qu'on dit, les magistrats se sont exprimés, j'étais toujours d'accord avec eux, ils disent qu'il n'y a pas tant de demandes que ça des papas. Et quand il y a des demandes, moi je trouve qu'il y a une vraie évolution des juges qui ont à cœur de pratiquer cette coparentalité. Et je trouve que ça n'est pas réservé aux magistrats hommes ou femmes, le sexe du magistrat n'a rien à voir avec ça. Il y a un souci chez les juges d'une vraie coparentalité. Il y a un modernisme, il y a la magistrature, nos juges aux affaires familiales ici, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt jeunes, hein, plus de femmes à Lille, il y a beaucoup de femmes jeunes qui sont des mères aussi et qui ont à cœur de respecter cette coparentalité, qui ont à cœur de donner une vraie place aux deux et qui cherchent ce qui est bon pour les... En tout cas, ils peuvent se tromper, mais en tout cas je pense qu'ils sont vraiment dans une vraie recherche de où est l'intérêt de l'enfant. De quoi cet enfant a besoin moi j'estime que c'est aux parents de savoir ce que leur enfant ce dont leur enfant a besoin. Et je leur dis souvent ça, je leur dis mais quoi, si vous ne vous entendez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas capable
tous les deux, alors que vous l'avez fait ensemble, de déterminer ce qui est bon pour votre enfant, et quelque part vous donnez ce pouvoir à un magistrat qui certes est sérieux professionnellement, mais qui a quand même assez peu de temps et qui ne vous connaît pas si bien que ça. Pourquoi voilà, donc généralement je les incite, je leur donne de la responsabilité en disant mais enfin, écoutez ce dont votre enfant a besoin, parlez-lui, etc. Donc je pense que la garde alternée, c'est dans l'air du temps. Je pense qu'il y a une vraie recherche sérieuse des magistrats. Maintenant, je pense que la pratique de la garde alternée dans notre société et au niveau de mon métier, pour ce que j'en vois, est le reflet de ce qui se passe dans notre société. C'est-à-dire que je pense que notre société n'a pas encore beaucoup évolué. Il ne faut pas mettre sur le dos de la justice. Ce qui se passe dans les décisions est à l'image de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que si on regarde, je ne voudrais pas faire la has-been, parce que personnellement, moi j'ai un conjoint qui est un vrai papa, très présent, très attentif avec nos filles. Je pense que très souvent, il y a une forme de démission des pères, c'est-à-dire qu'au quotidien, des hommes ne prennent pas leur place. Il ne faut pas s'étonner que du coup, quand on arrive à une séparation et devant la justice, ce soit un peu le reflet de ce qui s'est fait avant. Je trouve que les femmes, avant, nous avions une grosse place au niveau des enfants, pas forcément professionnellement parlant, et au cours de ces dernières années, notre place a beaucoup évolué sur le plan professionnel. De plus en plus de femmes travaillent, hein, on est quasiment toutes à travailler aujourd'hui, hein, je pense que je n'ai pas de statistiques, mais je pense qu'on est très nombreuses à travailler. Et pour autant, on continue à laisser l'essentiel des tâches sur les épaules des femmes. Et je trouve que ça manque d'implication des hommes. Et donc on ne peut pas faire le reproche à la justice d'être à l'image de ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'en France, on n'évolue pas assez vite. Quand on regarde dans les sociétés nordiques, si vous regardez ce qui se passe, j'ai regardé un reportage sur la Suède la fois dernière, il y a une vraie évolution au niveau de la pratique du congé parental. Alors ça y est, hein, un homme peut prendre un congé parental dans la pratique et sur le terrain, je ne sais pas vous, mais moi j'en vois peu. Hein. C'est quand même fondamentalement la femme qui prend son congé parental. Hein. Ici au cabinet, on n'a pas vu un mec prendre un congé parental. Hein. Donc, alors que dans les pays nordiques, il y a, je ne vais pas dire qu'il y a une parité, mais quand même, les mentalités ont évolué beaucoup plus vite, les hommes ont beaucoup plus vite tendance à prendre un congé parental. Sur le plan politique, on voit des femmes politiques qui sont avec leur gros ventre et qui sont pour autant... alors ça commence à se voir en France, hein. Je suis ravie quand on a vu la fois dernière, je ne sais plus quelle jeune ministre femme qui avait son gros ventre de femme enceinte en assumant des fonctions. Il y a eu Rachida Dati, hein, qui était jeune maman. Voilà, bon, ceci étant, Rachida Dati, 3 jours plus tard, elle était derrière le poste. Hein, voilà. Je trouve que dans les sociétés nordiques, on évolue beaucoup plus vite. Les hommes n'ont pas honte de prendre une place, une vraie place, mais pas de revendiquer les droits, de prendre leur place, de prendre un congé parental. On n'a pas peur d'avoir des fonctions dignes de ce nom données aux femmes qui en même temps font leurs enfants. J'ai entendu dire qu'on pratiquait dans ces pays-là qu'on évite les réunions au-delà d'une certaine heure. Comme ça évite d'être un frein à une carrière, parce que les femmes doivent rentrer pour les enfants, et donc on se dit, bah oui, on va pas prendre une femme parce qu'elle va devoir rentrer pour les gosses, etc. On évite les réunions comme ça, au moins, il n'y a pas de sexisme. Hein, il n'y a pas de réunion après telle heure. Donc, hommes comme femmes, on est mis au même rang. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses, je pense que les choses doivent venir, pas forcément de la justice et de absolument forcer les choses. Pour moi, la loi, elle doit être le reflet de la situation d'une société. Généralement, c'est la société qui fait bouger la loi, et pas le contraire. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, et je trouve qu'il faut que les mentalités évoluent, il faut que les hommes... moi, je suis une adepte d'Aldo Naouri qui a écrit Une place pour le père, hein, qui clame que les pères doivent prendre leur place. Je dis de façon récurrente dans mon bureau à hommes ou femmes que pour qu'un enfant soit équilibré, il a 2 petits plateaux avec père et mère, et qu'il faut que la proportion soit respectée pour qu'il soit un enfant équilibré.
avec chacun son sexe, chacun sa façon d'approcher les choses, chacun son tempérament, et que l'enfant doit pouvoir profiter de ces deux approches-là. Donc la coparentalité, oui, mais pour moi, ça ne vient pas forcément de la loi, ça doit venir de l'évolution de nos mentalités, de la situation sur le terrain, que chacun prenne sa place, que chacun prenne ses responsabilités, que quand on fait un enfant, c'est pas la mère qui fait un enfant, c'est le couple qui fait un enfant, et dans l'organisation, le mode d'organisation et tout ce qui va avec sur le plan de notre société, au niveau professionnel pour les femmes et pour les hommes, eh bien on en tienne compte. Et je pense que quand ça va bouger, alors forcément on va voir les pratiques qui vont bouger et les demandes devant les magistrats vont bouger également. Voilà ce que je pense. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Je sais qu'en Belgique, par exemple, la garde alternée, c'est le principe. Hein, c'est le principe et on n'y déroge qu'avec motivation, hein, je dirais. Je ne sais pas encore, j'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Est-ce qu'on a vocation, j'ai suivi avec attention le dernier, il y a eu un projet de faire de la garde alternée le principe en France, sous l'impulsion, je pense, de l'association SOS Papa. Hein. Je crois que l'association avait beaucoup travaillé, cette association avait beaucoup travaillé sur le projet. Je l'ai lu avec attention. Bon, elle avait la qualité de déclencher un sujet de réflexion, c'était bien. Je ne sais pas aujourd'hui si je suis pour mettre la garde alternée par principe. Moi, je pense qu'il faut. Je suis plutôt pour donner de la liberté d'appréciation. Je vous dis, donc je pense que fondamentalement, ça doit venir des parents, de la pratique, du terrain. Quand les parents ne savent pas s'entendre, il faut donner de la liberté d'appréciation aux magistrats. Et je suis pour le cas par cas et pas pas faire des questions de principe. Voilà, j'aime pas la justice normative, j'aime bien la justice humaine, la justice mesurée, pondérée, qui regarde dans quelle situation on est, etc. Maintenant, là où je vois là, il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup ici, mes collaboratrices et moi, c'est la question de l'aliénation parentale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous affecte énormément. Quand on voit de l'aliénation parentale se passer dans les dossiers, on est très triste et très préoccupé. Quand on voit qu'on fait d'un enfant un outil de punition, j'avoue que je suis révoltée, je suis très en colère, ça me dégoûte profondément. Il m'est arrivé de foutre dehors quelqu'un ici, parce que grosso modo, je le voyais faire. Ça m'est arrivé il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai une approche qui est différente, parce que je pense que si je me mets en colère et que je fous quelqu'un dehors en me disant il ou elle procède à l'aliénation parentale de l'enfant, bah, je ne produis aucun effet, quoi. Il part chez un autre confrère qui peut-être va faire le job et on ne l'aura pas fait avancer. J'ai pris le parti d'essayer de faire avancer cette personne, de lui faire prendre conscience de certaines choses, de lui faire prendre conscience que sa souffrance n'est pas celle de l'enfant, que l'amour d'un enfant doit l'aider à prendre conscience qu'elle n'a pas le droit, cette personne, de se servir de son enfant comme d'un outil de vengeance. Je me dis que peut-être, petit pas, je peux peut-être faire ce petit travail de fourmi tous les jours dans mon bureau et d'aider ces personnes à prendre conscience du carnage qui est causé à un enfant, dont on se sert comme d'un outil de vengeance contre l'autre à qui on en veut. Et je pense qu'à ce moment-là, souvent je me dis, tiens, la garde alternée, c'est peut-être une façon de sortir l'enfant du quotidien de quelqu'un qui fait de cet enfant un outil de vengeance. Récemment, j'ai vu une dame arriver ici, un arrêt de cour d'appel avait été rendu, qui avait transféré la garde chez le père, alors qu'à la base, il a quitté sa femme, il n'a pas été très élégant, il s'est mal comporté vis-à-vis d'elle. Il était manifestement en tort, il s'était très très mal comporté. Mais il était dans une telle souffrance qu'elle ne s'est même pas vue faire, elle est partie. Vous voyez, si on le regarde comme ça avec recul, on se dit, bah oui, mais elle se vengeait en servant des enfants. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Sauf que quand vous avez la personne en face, vous la voyez dans de telles souffrances, dans une telle tristesse. Ça fait mal au cœur de voir cette femme, c'était une femme en l'occurrence, qui n'arrivait pas à se sortir de cette souffrance et quelque part, elle ne se rendait même pas compte qu'elle embarquait l'enfant là-dedans. Donc ça, c'est pour vous dire que les choses ne sont pas si caricaturales que ça non plus. C'est pas je prends mon enfant et je m'en sers pour faire mal. C'est que la personne, elle est dans une souffrance, elle est dans un truc et qu'il faut aider, accompagner et lui montrer que bah, si elle souffre et si elle en veut à l'autre, bah, elle fait un divorce pour faute.
mais l'enfant, il faut le mettre à part, c'est une bulle à part. Voilà, il faut le gérer autrement. Et l'arrêt de la cour d'appel lui a retiré la garde de ses enfants. C'était très très dur comme sanction. Mais quand j'ai lu cet arrêt, je l'ai trouvé fort bien motivé. J'ai compris que c'était lui mettre un point d'arrêt, c'était dire madame non stop, quoi. Il fallait. C'est vrai que je me suis dit, peut-être vous allez trouver ça prétentieux, mais je me suis dit que si elle était venue plus tôt, peut-être qu'on aurait eu l'occasion de discuter de tout ça. Et je crois que à ce niveau-là, l'avocat a un vrai rôle à jouer, de faire prendre conscience que cette personne est en souffrance, qu'il faut l'aider à dépasser cette souffrance. On n'est pas psy, mais on a quand même une dimension psychologique, et en tout cas l'inviter à aller voir quelqu'un pour discuter, pour se débarrasser de sa souffrance, de l'aider à tourner la page, de se faire le cadeau de pardonner, parce que pour moi, pardonner à l'autre, c'est se faire un cadeau à soi, se débarrasser de cette colère, etc., hein, qui mine. Et en tout cas, voilà, je me suis dit que peut-être, j'en sais rien, je ne me prends pas non plus pour le messie, hein, mais que en tout cas, je pense que les avocats ont un rôle à jouer, de faire prendre conscience et d'aider cette personne à faire une distinction entre sa colère contre l'autre qui se règle dans un divorce pour faute et l'enfant qu'il faut laisser à l'abri de tout ça et qui a le droit d'avoir son papa et sa maman et de ne pas se sentir en faute d'aller voir l'un ou l'autre, quoi. Voilà un peu mes réflexions au stade du divorce aujourd'hui. Je pense qu'on a une très très belle mission, les avocats. Et d'ailleurs, je lisais récemment un article de M. Juston, qui est en charge d'une commission de réflexion actuellement. Il s'est vu confier une mission par Mme Taubira. C'est un magistrat dans le sud-ouest de la France, qui est très très pro-médiation et qui a fait un article sur l'aliénation parentale et qui dit que chacun doit prendre ses responsabilités, que nous avons tous un rôle à jouer, les magistrats, les avocats, etc. Et quand je lisais cet article, j'étais complètement en phase avec ça. Je pense qu'effectivement, il faut accompagner. Moi, je me vis comme un accompagnateur. Je me souviens un jour, j'étais encore à Lille et ma fille est venue me chercher pour rentrer à la maison. Elle terminait de son cours de musique et elle est venue me chercher, puis elle a entendu que j'avais une conversation au téléphone et elle m'a dit tu fais du divorce? Tu divorces les gens, maman? Et je lui ai dit, mais d'un air, oh mon Dieu, maman, tu divorces les gens? Et je lui ai dit, ben oui, mais tu sais, c'est pas moi qui vais chercher les gens pour les divorcer. C'est les gens qui décident de divorcer, qui viennent me voir. Et moi, j'essaie de les accompagner pour faire ça de façon le moins difficile possible. Voilà. Et pour faire en sorte que leurs enfants voient leurs parents divorcer de façon la moins difficile possible. Je dis parce que tu sais, pour un papa et une maman, il n'y a rien de plus douloureux que de voir ses enfants se disputer. Et ben, je pense que pour un enfant, il n'y a rien de plus douloureux que de voir son papa et sa maman se disputer. Donc moi, je fais en sorte de les aider à traverser cette passe et que les enfants soient un peu à l'abri de tout ça. Je pense que c'est ça la vocation et le rôle à ce niveau-là, au niveau des enfants. C'est le rôle d'un avocat, c'est d'être un passeur, de passer cette épreuve et en faisant prendre conscience aux gens qu'il faut préserver les enfants, parce que je leur dis souvent que le divorce pour eux, un jour ils vont se retourner, ça va être une histoire lointaine, et qu'en revanche leurs enfants, eux, ils ne sont pas du tout armés, et ils le vivent comme des petits enfants, avec leur ventre, avec leur tripes, ils sont pas armés, ils n'ont pas cette capacité de recul, cette possibilité de recul qu'un adulte peut avoir. Et pour eux, ce sera le passé. Tandis qu'un enfant va grandir avec ça et se construire comme homme ou femme, avec le vécu du divorce des parents. Et souvent, je leur dis, faites attention, n'oubliez pas. Ou quand je vois quelqu'un qui souffre, je dis, attention, vos enfants sentent ça. Vous allez mieux là? Oui, je vais mieux. Alors dites-leur. N'oubliez pas de dire, je vais bien, je vais mieux. Parce que eux, ils se sentent investis d'une mission de protection, alors que c'est le contraire qui doit se passer. Vous devez protéger vos enfants. Voilà un peu l'état de mes réflexions. Je ne sais pas si ça répond à vos interrogations. Ah oui, complètement. Et voilà, c'est ça un peu les réflexions que je me fais là où j'en suis actuellement, quoi. Je pense que ça bouge, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, si il y a des questions que vous souhaitez me poser. Je crois que vous avez abordé à peu près
toutes les thématiques que je voulais aborder. Bon, Donc, bah écoutez, j'en suis ravie. c'est très bien. J'en suis ravie. Et bon,